Khawti khatati, m'salah alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, azul fillaoun, salam alaikum, merci de nous être fidèles, j'espère que vous passez un agréable vendredi 10 juin 2022. Pour celles et ceux qui se trouvent dans notre cher pays qui nous manque tant, j'espère que vous avez profité bien du traditionnel couscous familial du vendredi, des retrouvailles de la famille, que vous vous reposez bien. Pour tous nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, qui travaillent, vendredi est une journée ordinaire. Là, c'est demain la fin de semaine. J'espère que vous allez bien terminer cette journée pour profiter du week-end de demain. À partir de demain plutôt. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible, très important sur lequel malheureusement les patients se déchaînent, mais on fait rarement preuve de pragmatisme, de raison, ou plutôt de rationalisme et de preuve de modération. À la belle comme en Algérie, nous avons un problème, c'est qu'on est épidermique. On se parle, on crie trop, on ne s'écoute pas assez. Et quand il y a certains sujets sensibles, ou là, un peu des problématiques politiques ou économiques majeures, ou la même socio-économiques, on ne prend pas le temps nécessaire de faire de l'analyse, de regarder tous les angles, d'analyser tous les points de vue et de prendre ensuite une position définitive sur le sujet. C'est ce que nous allons essayer de faire. On va parler des relations internationales de l'Algérie et de sa place dans le monde aujourd'hui et de la place de l'Algérie dans la géopolitique du monde. Je veux parler de ce sujet pour profiter de la visite du président du Venezuela, qui a fait donc une visite à Alger, qui a quitté, depuis hier il était à Alger. Le jeudi d'ailleurs 9 juin, il a fait une conférence de presse assez impressionnante avec Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Je parle naturellement de Maduro, qui est le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, celui qui a succédé à Hugo Chavez, l'emblématique et le grand et le célèbre Hugo Chavez, Rani Al-Kultari. Bon, Maduro n'a pas l'étoffe ni le charisme de Chavez, il n'a jamais pu faire oublier au monde entier le charisme de Chavez, il n'a jamais pu rappeler à son peuple l'importance ou l'envergure de la carrière de Chavez, mais Maduro gère un pays quand même, le Venezuela, que nous connaissons très bien en Algérie, avec lequel nous avons de très bonnes relations, et il est au pouvoir depuis 2013, date du décès d'Hugo Chavez. Mais ce pays est intéressant parce que, non, en tout cas, Algérie, on en a parlé énormément, parce il est le miroir de ce qui risque de nous arriver si on continue à rester dans cette paralysie, dans cet immobilisme, dans ce sous-développement économique qui frappe notre pays, dans cette instabilité politique qui malheureusement ébranle notre pays depuis notamment 2019. Alors, Nicolas Maduro, le Venezuela est un pays qui a une grande histoire, on va pas parler de l'histoire du Venezuela, etc. Nicolas Maduro qui depuis avril 2013 à la tête du Venezuela, ça fait donc la conférence de presse, plusieurs éléments ont frappé mon esprit. Et le thème principal sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, l'Algérie fait de la diplomatie, elle est encore dans les années 70. En clair, l'Algérie réagit avec le monde comme si le monde s'est stagné et s'est figé dans les années 70, alors que nous sommes en 2022. L'Algérie régit ou établit ses relations internationales, où il défend ses intérêts diplomatiques, comme si elle était encore durant les années 70. Elle pratique une diplomatie des années 70, alors que le monde est en 2022. Je m'explique. Si tu vois la conférence de presse à Nicolas Maduro, alors, Nicolas Maduro, on parle de la cause palestinienne, de la cause du Sahara occidental, l'exploitation des peuples, les résidus hérités du colonialisme, de la tyrannie, les relations historiques, la défense des causes justes. Il y a le langage qui nous rappelle l'époque de Ouali Boumediene, l'époque de la décolonisation, l'époque de la fin des empires coloniaux, l'époque du tiers-monde, des pays non alignés. Ça, c'était le monde des années 70. Or, on n'est plus dans le monde des années 70. On est dans le monde de 2022. Le monde de 2022 n'a rien à voir avec le monde de la décolonisation, des causes justes, de la Palestine, du Sahara occidental, et je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des valeurs qui sont belles. Bien sûr, c'est des causes qui sont justes. Moi, je suis fier que mon pays défend toujours les peuples opprimés, ou qu'il défende la cause ou la vision selon laquelle chaque peuple doit disposer de son droit à l'autodétermination. Tout ça, je suis d'accord, j'adhère. Mais on ne défend pas les mêmes valeurs durant les années 70 que dans une époque qui est celle d'aujourd'hui, qui est 2022. Je veux dire, une valeur, elle est belle en soi, mais la défense et la concrétisation de cette valeur ou de cette cause,
elle change selon les époques, parce qu'on doit s'adapter à notre époque et on doit s'adapter aux mutations du monde moderne. كي نشوف انا فنزويلا يقول لك باللي عبد المجيد تبون on va faire une ligne aérienne Alger-Caracas. L'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et Caracas. واش غنربحوا فيها حنا ligne aérienne Alger-Caracas. Les échanges économiques bino ben Venezuela sont très réduits. Et les échanges humains bino ben Venezuela sont très réduits. Nous avons effectivement une convergence de vues sur le plan politique. Deux pays anti-impérialistes, pour les libertés des peuples, pour les causes justes, pour les processus d'autodétermination, la même vision pour le conflit palestinien, la même vision pour le conflit du Sahara occidental. Mais excepté une convergence de vues politique, il n'y a pas d'intérêt économique entre les deux pays. Nous sommes dans deux continents différents, nous sommes même concurrents, nous sommes deux pays pétroliers. Le Venezuela est en faillite financière depuis 2015-2016. C'est l'un des pays qui est qui s'appauvrit, qui est un des pays les plus pauvres du monde, alors qu'il y a beaucoup d'hydrocarbures. Voilà, comme ça, le Venezuela, les sanctions américaines depuis 2018, etc. Le blackout économique dont est victime le Venezuela, sa production pétrolière qui a chuté à moins de 1 million de barils de pétrole, alors qu'il a beaucoup de réserves. On estime que le Venezuela fait partie des 5 pays qui ont les plus grandes réserves de pétrole au monde. Donc, le Venezuela n'est pas du tout, un exemple pour l'Algérie. Il y a une ligne aérienne avec un pays où il n'y a pas de tourisme, où Caracas elle est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Elle est un blocus économique et politique imposé par les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Donc, واش حتربح انت avec la ligne aérienne. Et je mets dans le monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas les valeurs politiques qui déterminent les rapports entre les États. Ce sont les échanges économiques, c'est le business, c'est d'abord les investissements économiques et les enjeux financiers. Maintenant, une ligne déjà Air Algérie elle est en faillite, déficitaire, mauvaise prestation, mauvaise gestion. Je vais faire une ligne avec Caracas où je ne vais absolument rien gagner. قلت لي لا هافان في كوبا لا هافان il y a une économie touristique Cuba plus ou moins il y a un processus de réforme elle est en train de se réconcilier avec l'Occident elle attire des touristes Alger peut permettre à des touristes africains d'aller jusqu'à la Havane il y a un intérêt économique je peux dire je suis d'accord mais le Caracas il n'y a aucun intérêt économique je ne vais pas faire. C'est fini le monde de faire une liaison aérienne juste pour des considérations politiques. C'est fini. C'est fini. Le Venezuela il y a un espoir pour qu'il puisse respirer. Depuis le 16 mai 2022, l'administration Biden, la Maison Blanche, a décidé de lever en partie quelques restrictions visant visant Cuba et visant le Venezuela. Et ça concerne notamment une compagnie américaine Chevron qui veut reprendre des activités au Venezuela pour essayer d'améliorer un petit peu ou d'alimenter le marché mondial avec des nouvelles quantités de pétrole pour pallier aux pénuries qui vont être provoquées, qui ont été provoquées en partie par le boycott décidé par les États-Unis d'Amérique et l'Occident contre le pétrole et le gaz russe. Donc, le 18 mai 2022 plutôt, le 16 mai c'était avec Cuba, une réduction du poids des sanctions américaines contre Cuba, et le 18 mai 2022, Washington a annoncé un allègement des sanctions imposées au Venezuela depuis 2017 pour permettre au groupe américain Chevron de reprendre ses activités sur place. Donc, à condition que Maduro reprend les négociations avec l'opposition vénézuélienne qui ne reconnaît pas la légitimité de le Venezuela est divisé en deux. L'opposition au Venezuela est très forte, le pays est instable. Je vous rappelle, le Venezuela, on l'a accueilli avec honneur, et c'est bien d'accueillir Maduro avec tous les honneurs, ça reste un chef d'État, il faut le respecter, etc. Mais le Venezuela, c'est pas un partenaire fiable. Il y a plus de 5 millions de Vénézuéliens ont fui le pays entre 2015-2016 jusqu'à 2019. 5 millions et quelques. On parle de plus de 10% de la population du Venezuela qui a fui le pays à cause de la misère. Il y a plus de 2,7 millions de Vénézuéliens qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, en Colombie, au Pérou, au Brésil, etc. Chaque jour, de 2015-2016 jusqu'à 2019, chaque jour, 5000 Vénézuéliens quittaient le pays parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté. Et les chiffres sont là, la Colombie a accueilli plus de 1 million de réfugiés vénézuéliens. Le pays s'est effondré.
il était au bord d'une guerre civile. L'appareil productif du Venezuela, on en a beaucoup parlé du Venezuela sur Algérie Park. On a expliqué les erreurs, comment la problématique de succession de Hugo Chavez en 2013, les mauvais choix politiques, notamment en termes de gestion économique du pays, le conflit, le bras de fer qui était mal négocié contre l'Occident, notamment contre la Maison Blanche, contre Washington, et les conséquences sur ce pays-là. Ce pays essaie de relever la tête, il essaie de survivre. Le Venezuela est dans une logique de survie. Il n'est pas dans une logique d'influence sur la scène internationale. Qui joue pendant la conférence de presse à Tebboune, Maduro, encore une fois, on dirait que on dirait que c'est Houari Boumediene qui parle. Ça me rappelle les années 70. Sauf que Houari Boumediene parlait le langage de son époque. Or, Tebboune ne peut pas ressembler à Houari Boumediene puisque ce n'est plus la même époque. Un leader ne peut pas être en déphasage avec son époque. Un leader politique, il est respectable, il est influent, il a l'adhésion de sa population, de l'opinion publique internationale, lorsqu'il est en phase avec son époque, lorsqu'il comprend les besoins de son époque, les préoccupations des peuples de son époque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Venezuela est dans une logique de survie. En Algérie, nous sommes justement dans une logique d'éviter le scénario vénézuélien. Normalement, on a l'expérience du Venezuela pour ne pas en arriver jusque-là. Parce qu'on a le nombre de haragas par jour, l'appauvrissement de la population, l'effondrement de notre appareil productif du pétrole, on va en parler prochainement sur Algérie Part, la baisse de nos réserves de gaz et du pétrole, l'économie qui toujours n'est pas diversifiée, la population qui augmente, alors que la croissance économique elle est toujours faible par rapport à la croissance démographique. Tout ça, nous avons tous les éléments qui pourraient faire de l'Algérie le Venezuela de l'Afrique du Nord. Donc, normalement, avec les Vénézuéliens, pour essayer d'apprendre de leur expérience, pour ne pas emprunter la même voie qui a été empruntée par ce pays malheureux, et qui, malheureusement, un pays ça fait mal au cœur, parce que le Venezuela a tellement de qualités, il a tellement d'atouts. Donc, je vais te faire mon mouler. Donc, je vois cette conférence de presse, elle est étonnante. Elle est étonnante. Il n'y a aucun intérêt pour l'Algérie de se rapprocher du Venezuela. Stratégiquement parlant, nous essayons, il faut juste sauvegarder des bons rapports avec un partenaire historique. Mais il n'y a pas d'intérêt de faire une ligne Alger-Caracas. Il n'y a pas d'intérêt. Une ligne Alger-New York, oui. Alger-La Havane. Alger-Mexico. Le Mexique est un pays émergent. Alger-Rio de Janeiro. Le Brésil est une puissance économique. Mais Caracas, c'est un pays qui est en faillite. Cela signifie quoi? Cela signifie que la diplomatie algérienne n'est pas adaptée à son époque. Le Sahara occidental. C'est bien que l'Algérie soutienne le Sahara occidental. C'est bien de soutenir la Palestine. Mais il y a des manières de soutenir ces causes-là. L'Algérie ne peut pas ne peut pas guider le monde entier ou être la locomotive de la planète pour à faire accepter au monde entier l'indépendance du Sahara occidental ou l'indépendance de la Palestine. Nous sommes un pays modeste qui a ses problèmes internes, qui a ses problèmes économiques, qui a des défis de sous-développement à relever, qui n'a pas encore assuré son développement. Je peux libérer le peuple sahraoui ou le palestinien alors que je suis même pas moi-même libre. Nous les Algériens, nous sommes même pas libres. Nous serons un peuple libre et capable de défendre la liberté des autres peuples quand nous aurons une souveraineté alimentaire, quand nous aurons une souveraineté économique, une souveraineté technologique. Nous sommes dépendants en tout. Nous sommes exposés à toutes les crises majeures extérieures. Nous sommes toujours fragiles parce que on n'a pas la capacité de se nourrir, de se soigner soi-même, d'assurer notre propre sécurité nationale sur le plan économique et scientifique. On est trop dépendant de l'extérieur. On est fragile. Comment je peux assurer au peuple palestinien, au peuple sahraoui une indépendance? Je peux soutenir ces causes-là, mais je dois m'adapter à mon époque. Et on ne mélange pas. Par exemple, récemment, lorsque Anthony Blinken était à Alger, je me souviens pas quand est-ce la date, Abdelmajid Tebboune a comparé le conflit du Sahara occidental, c'était le 30 mars 2022, Abdelmajid Tebboune a comparé le soutien d'Algérie au Sahara occidental comme au dossier du Timor oriental, de l'Indonésie. Or, c'est deux cas différents. Le Timor oriental, il y avait une guerre sérieuse depuis 76-75 jusqu'à 99, voire même pendant les années 2000, une guerre avec un mouvement militaire résistant, qui était armé, qui a résisté jusqu'au bout. C'est une guerre qui a fait plus de 200 000 morts. 200 000 morts. Le conflit du Sahara occidental n'a pas fait 200 000 morts.
toutes les sources les plus, les sources les plus anti-marocaines, ils parlent d'un bilan de 16 000 à 20 000 morts. Il n'y a pas eu la même intensité de combat. Ce sont des conditions historiques et des conditions politiques totalement différentes. La Timor orientale, c'était une colonie portugaise. L'Indonésie était beaucoup plus hollandaise. Lorsque l'Indonésie, en 76, a occupé le Timor oriental, déjà la communauté internationale, elle s'était mobilisée pour le Timor oriental. Et puis, durant le conflit dans le Timor oriental, depuis 1999 jusqu'à 2002, l'ONU et l'ensemble et les membres du Conseil de sécurité étaient favorables à l'indépendance du Timor oriental. Il y avait une communauté internationale qui était mobilisée. Il n'y avait pas l'Algérie uniquement, ou là quelques pays. Dans le cas du Sahara occidental, la communauté internationale n'est pas convaincue. N'est pas convaincu, excepté l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Venezuela, Cuba et quelques pays en africains ou l'Amérique latine, le Sahara occidental ne mobilise plus personne. Parce que la communauté internationale ont peur, ils ont du mal à comprendre ce conflit. Beaucoup sont convaincus par la position marocaine. Pourquoi? Ça, c'est un autre débat. Il faut peut-être parce que les Marocains ont su faire du marketing, ont su expliquer les profondes raisons historiques, ont su expliquer que pour la sécurité régionale, l'existence d'un nouveau État n'est pas viable. Peut-être que l'ONU a vu qu'elle ne pourrait pas assurer au Sahara occidental une certaine viabilité. Chef le Soudan du Sud, regardez l'expérience du Soudan du Sud. Et le Soudan, depuis son indépendance, alors dans une guerre civile, la famine, le machakil, etc. Depuis, voilà, il est indépendant depuis juillet 2011. Le Soudan du Sud, rien le machakil. Donc plusieurs membres de la communauté internationale, on va voir un Sahara occidental nouvellement indépendant, il y aura des guerres civiles, la famine, la dictature, le machakil, il y a un carrefour de terrorisme, etc. La réussite de l'expérience du Timor oriental n'est pas reproductible au Sahara occidental, pour plusieurs raisons. Parce que les grandes puissances ne soutiennent pas ce projet et parce que l'Indonésie elle-même avait accepté de se retirer du Timor oriental parce qu'il y avait trop de pertes, il y avait une résistance armée farouche. Ce n'est pas le cas. Le Polisario n'est pas aussi puissant que le front révolutionnaire du Timor oriental qui a infligé des pertes énormes à l'armée indonésienne. Donc, on peut comparer les deux conflits, les deux situations géopolitiques totalement opposées. L'Algérie, elle va convaincre le monde entier de soutenir le Sahara occidental. D'abord, on se contredit. On dit d'abord c'est une question qui relève de l'ONU. Alors laisse l'ONU régler le problème. Si c'est l'ONU qui doit régler le problème, pourquoi l'Algérie est toujours la première à dénoncer? Alger, on a parlé du Sahara occidental. Jamadouro, on a parlé du Sahara occidental. La Turquie, on a parlé du Sahara occidental. L'Idji, n'importe quel président, les Italiens, le Sahara occidental. C'est pas notre bien, le Sahara occidental. C'est une question qui relève de l'ONU. C'est un territoire qui est voisin. Il faut régler ce problème, mais ça dans le cadre de l'ONU. Si tu dis dans le cadre de l'ONU, et toi tu sanctionnes l'Espagne, tu rends tes relations avec, tu déclares la guerre au Maroc, tu menaces la France, et tu t'en prends, et tu dénonces même les dernières résolutions du Conseil de sécurité, parce que tu les estimes qui sont insuffisantes, et qui ne reflètent pas ce que tu as envie toi-même d'appliquer dans ce dossier-là. Je parle du Sahara occidental. Ça veut dire que tu es partie prenante. Ça veut dire que tu ne crois pas au processus, tu ne crois pas au dialogue ou au processus multipolaire ou multilatéral qui est celui de l'ONU, qui est celui des Nations Unies. Alors là, on est en train de patiner. On n'est plus dans les années 70. Nous avons d'autres problèmes. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, avec beaucoup de problèmes internes. Ce qui nous manque, c'est le pragmatisme. La diplomatie mondiale, aujourd'hui, elle est basée sur le pragmatisme, sur les enjeux économiques, sur les flux financiers, sur les marchés économiques, sur qu'est-ce que je gagne, je donne et je reçois. Le soutien des causes justes, il faut la réadapter à ce monde. Et puis, les causes justes, il n'y a pas que le Sahara occidental. La Chine colonise le Tibet. Pourquoi l'Algérie ne soutient pas l'indépendance du Tibet? Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs conflits. La Chine a colonisé le Tibet depuis le 7 octobre 1950. Mais l'Algérie n'a jamais demandé l'indépendance du Tibet. Donc, laissez-nous qu'on soit intelligents dans nos rapports avec le monde d'aujourd'hui. Vraiment, on ne peut pas, le boumedienisme n'est plus d'actualité. C'est beau de vouloir retrouver
l'influence qu'avait l'Algérie durant les années 70. L'Algérie avait de l'influence durant les années 70 parce qu'elle s'était adaptée au monde des années 70. Parce qu'elle s'était lancée dans un programme de développement économique et de développement politique qui était, qui était en conformité avec les tendances du monde des années 70. C'est pour ça que nous étions un pays respecté. Parce que nous avons fait du socialisme scientifique, on a lancé l'industrie industrialisante, on a lancé la lutte contre l'analphabétisme, on a développé une politique sociale, on a développé la lutte contre la pauvreté. C'était des programmes et des valeurs qui étaient en mode, qui étaient vraiment tendance les années 70. Le monde de 2022, il est autre. C'est le monde de la technologie, des nouvelles technologies, de la mondialisation, le monde des services, de l'offshoring, le monde des innovations scientifiques, le monde du soft power, de l'influence culturelle. Donc, c'est à travers, c'est en étant, en vivant selon les modes et les tendances de ton époque que tu peux avoir de l'influence, tu peux t'aller écouter. Mais si tu parles un langage qui est dépassé, ou tu veux que les gens d'aujourd'hui t'écoutent. Je connais un vieux père qui essaie de parler à des adolescents, mais il leur parle avec un langage qui est totalement incompréhensible pour eux. C'est exactement l'Algérie dans cette situation. Comme un vieux papa ou un vieux grand-père qui essaie de sensibiliser des enfants, des jeunes, des petits-enfants qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Donc, je pense que c'est un sujet très sérieux, sur lequel on peut s'étaler. Je ne vais pas encore tarder, mais je vous invite à une profonde réflexion sur comment l'Algérie, notre pays, doit mener, ou la réforme, les mutations que nous devons imposer à notre diplomatie et à nos rapports avec le monde extérieur. Je reviendrai sur ce sujet bientôt, c'est une réflexion à laquelle je vous invite. Le débat se poursuit sur les diverses plateformes d'Algérie Part. Et bon vendredi encore, à tout à l'heure.